Cela commence par une rhume banale, mais très vite, bébé avec bronche encombrée, elle est fatiguée, elle a moins d'appétit, pas de doute, c'est la bronchiolite aiguë. Premier geste, consulter le médecin. C'est le médecin qui doit évaluer l'état respiratoire de nourrisson, sa tolérance, etc. pour le traiter enfin. La bronchiolite est l'histoire ordinaire d'un nourrisson, veut dire moins de 2 ans. D'ailleurs, c'est un critère dans la définition de cette affection. Ce nourrisson souffre dans une première épisode sibilante d'un encombrement respiratoire, loué et gênant, dont la cause est virale, arrivant des fois à une vraie détresse respiratoire, nécessitant la consultation d'urgence, parmi d'autres situations pour quand l'urgence est d'obligation, soit selon les symptômes, des symptômes alarmants, symptômes graves veut dire difficultés respiratoires importantes, ainsi des pleurs inhabituelles chez ce nourrisson, difficultés de s'alimenter, il recrache ses aliments ou du lait, problème de sommeil, l'enfant ne dort pas bien ou ne dort pas. Déjà, ces symptômes font craindre la maman et elle fouille vers les urgences. Soit selon le terrain, bien évidemment un terrain d'un enfant connu par une maladie cardiaque ou respiratoire, impérativement la consultation d'urgence est le choix. Ou si cette bronchiolite survient chez un prématuré de moins de 3 mois ou un nourrisson de moins de 6 semaines d'âge. Ça, c'est le cas urgent. Mais ce n'est pas toujours le cas. La bronchiolite alors commence par une rhume dans les 2 à 3 jours, nez qui coule, puis le virus se propage et arrive aux petites branches. Et là, les symptômes d'infection respiratoire virale apparaissent. Des fois une fièvre peu élevée, l'enfant est encombré, va avoir des difficultés respiratoires, le bébé présente une toux et des sifflements qui sont le signe le plus caractéristique de l'affection. On trouve d'ailleurs ces symptômes présents chez plusieurs nourrissons dans une même période, surtout hivernale. C'est la signification que le virus à l'origine de l'infection est très contagieux et cause des épidémies de bronchiolite, le plus souvent causées par le virus respiratoire syncytial appelé VRS, mais chez tout jeune nourrisson ou nouveau-né, on tombe souvent à une co-infection bactérienne à Bordetella pertussis. Cette clinique est suffisante pour poser le diagnostic. Le médecin confirme la présence de signes majeurs surtout à l'auscultation, et c'est bilan, hop, le diagnostic est posé. L'étape next, la prise en charge, qui est généralement symptomatique, et qui suit la gravité de la symptomatologie et le terrain. Donc le patient est classé présentant un facteur de risque, avec ou sans signe alarme de gravité, ou ne présente aucune gravité. Le premier cas facile à gérer est un nourrisson qui ne présente ni un symptôme alarmant, ni un terrain particulier, aussi appelé facteur de risque. Sa prise en charge est ambulatoire et que symptomatique, veut dire soins de soutien, comportant la désobstruction nasale et un drainage rhinopharyngé avec de sérum salé, ainsi qu'une hydratation adéquate. Et si elle est sous allaitement, elle doit être fractionnée. Le nourrisson est amélioré après la bonne prise en charge et les symptômes régressent, sauf que la toux évolue de 8 jours jusqu'à 20 jours, mais généralement elles disparaissent dans les 2 premières semaines entre le 8e et le 15e jour d'évolution. Le cas d'un nourrisson qui présente un facteur de risque, son cas nécessite la mise en observation hospitalière pendant 2 à 4 heures pour suivi régulier, tous les 15 minutes de son état, évaluant les symptômes respiratoires, et le passage possible à un état grave vu qu'il présente un terrain vulnérable. Le dernier cas d'un nourrisson terrain et présentant un ou plusieurs signes de gravité, on la classe comme une bronchiolite sévère, dont sa prise en charge est hospitalière, donc hospitalisation nécessaire. Lui donnant les soins de soutien, un lavage de nez en sérum salé avec une aspiration nasale. Dans ce cas grave, la saturation peut être affectée. Alors l'oxygénothérapie s'impose pour maintenir une valeur supérieure à 92%. Ces 2 mesures, le lavage et l'oxygénation, améliorent le fonctionnement respiratoire. Alors nous reste une solution qui peut être efficace pour le sujet atopique qui présente l'argument clinique. Elle est donc l'objet d'essai, mais elle est faite que durant la 2e épisode d'une bronchiolite aiguë chez un nourrisson. Qu'est-ce qu'on fait? On tend à pratiquer une nubilisation de salbutamol. La réponse ensuite est évaluée objectivement 1 heure après. En l'absence de réponse, on suspend les nubilisations. Mais en présence d'amélioration de détresse respiratoire, on continue la nubilisation toutes les 4 à 6 heures, avec l'évaluation continue de l'état clinique et qu'on les interrompt lorsque les signes et les symptômes de détresse ont disparu. Cette dernière est le critère de sortie des urgences ou de l'hôpital
avec la normalisation de la fréquence respiratoire. Ce sont nos objectifs thérapeutiques. Un patient stable, alimenté oralement, saturation correcte et air ambiant, et des parents qui comprennent et savent exactement les conseils thérapeutiques et préventifs. Pour le fonctionnement nutritionnel, on surveille et assure l'apport alimentaire par des petites tétées fréquentes ou une alimentation par voie nasogastrique, voire même une administration intraveineuse des liquides afin d'éviter les risques de fausse route de le cas de détresse respiratoire grave. Passons enfin vers la partie très utile, importante et nécessaire, la prévention, afin d'éviter d'être infecté. La prévention s'impose par l'éviction de tout endroit public où le virus trouve sa chance d'être transmis. Ça nous dirige qu'on doit éviter d'embarrasser l'enfant et de lui biser, surtout chez le nourrisson qui présente un terrain à risque. Il évite aussi toute personne enrhumée qui tousse, évitant préférentiellement le tabagisme passif aussi, puis comme geste, et de laver les mains soigneusement avant et après manipulation des objets ou nourriture de nourrisson. Ainsi, l'aération de sa chambre est primordiale. C'est la fin de cette vidéo. Vous voyez que c'est un peu chargé d'informations et notions. Vous avez besoin donc d'un résumé pour fixer ces notions. Alors pourquoi Dr Midra est là sur YouTube partageant des vidéos? Que pour vous donner cette possibilité de voir une vidéo qui contient toutes les notions nécessaires pour un sujet donné ou une maladie, et puis de voir un résumé afin de fixer l'importance sur chaque sujet traité. Vous voyez alors une vidéo affichée sur l'écran, cliquez pour accéder au résumé, ou bien cliquez sur son lien dans la description. Je vous remercie pour votre temps et attention, et on vous attend sur les commentaires pour nous écrire vos questions et vos suggestions pour les sujets que vous voulez voir dans les prochaines vidéos.